Bonjour à tous. Euh, voilà, donc j'ai la lourde tâche en fait d'animer cette session et d'animer en fait une grande frustration. Pourquoi? Parce que il se trouve que pour animer, pour commencer à travailler sur ce sujet-là, je me suis un peu plongé dans la vie de tous ceux qui vont intervenir. Et là, on va parler des tiers-lieux inspirants. Mais pour moi, d'une première chose, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré des personnes vraiment inspirantes. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à beaucoup de périodes où il y a eu des révolutions, la révolution qu'on vit aujourd'hui est une révolution intéressante parce que en fait, elle mêle à la fois des innovations et puis un dynamisme, une volonté en fait d'avancer, mais à la fois avec les enjeux environnementaux se repose la question du sens. Et aujourd'hui, la question du progrès qui arrive au milieu pose la question, mais finalement, quel sens au progrès? Et quels sont ceux qui vont pouvoir justement se détacher pour être un peu des pionniers et nous amener vers des territoires parfois inconnus, parfois contestés, parfois contestables aussi, mais qui nous donnent en tout cas à réfléchir sur ce que nous voulons et quelle vie nous voulons pour demain. Adrien Condiard disait nous avons désormais un grand avenir derrière nous. Euh, voilà, en fait, on est à un moment où effectivement on peut penser que notre grand avenir est derrière nous. Moi, j'ai la chance effectivement de pouvoir rencontrer comme ça des personnes assez étonnantes. En fait, vous en avez quelques-unes là, puis vous en avez certainement rencontré d'autres ici, et qui nous font en fait croire que on peut avoir une vie désirable et une ville désirable. Et aujourd'hui, la question qui est posée se situe donc sur la thématique de ces tiers-lieux. Donc, je vous fais une petite introduction, puis l'objectif après, c'est de faire pitcher en fait ces personnes inspirantes qui auront que 5 minutes pour se présenter, pour présenter à partir d'une question. Et puis après, vous aurez à chaque fois 5 minutes pour poser vos questions. L'objectif, c'est qu'à la fin, à la rigueur, pour ceux qui peuvent et qui veulent, c'est se retrouver à la cafétéria ou je sais rien, pour poursuivre en fait cette discussion individuellement. Mais l'objectif est plus vous inspirer sur ces lieux inspirants. Alors la notion de tiers-lieu, effectivement, alors je dirais, est récente dans notre histoire, mais elle a commencé d'abord, la vraie définition du tiers-lieu, c'est le lieu intermédiaire entre le lieu de vie, l'habitat, et le lieu de travail. Cet espace interstitiel qui en fait, n'a pas forcément jusqu'à présent d'espace enfin, est un espace virtuel, est devenu petit à petit un espace qui a été incarné et qui est devenu un espace réalisé. Alors moi, il se trouve que je suis architecte, donc je ne me suis pas présenté, excusez-moi, Thierry Roche. Je suis architecte à Lyon, architecte urbaniste. On a beaucoup travaillé sur les enjeux environnementaux depuis les années 90, sur la notion de performance, le goût de la performance. Il fallait être radical pour aller très vite et il fallait être avec les ingénieurs, avec les gens qui allaient nous donner des solutions. Un problème, une solution, une certification, et puis comme ça, tout rentrait dans l'ordre. Jusqu'au moment où on s'aperçoit que le monde ne tourne pas forcément si simplement, et que la question du sens qui est arrivée sur les enjeux environnementaux, et notamment sur l'acceptabilité de certaines choses, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la vie courante des liens entre les personnes, nous amène à repenser, en fait, nous a amené, nous en tout cas, à repenser les lieux, non plus comme des lieux qu'on allait imposer, mais comme des lieux qu'on allait co-construire avec les habitants, les usagers et ceux pour qui on allait créer des histoires. Donc finalement, ces tiers-lieux ont commencé à prendre du poids, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les tiers-lieux, ce n'est pas uniquement des lieux sur lesquels on va travailler. Les tiers-lieux arrivent dans l'habitat, c'est ce qu'on appelle le co-living, c'est tous ces éléments qui vont créer des espaces interstitiels où les gens vont pouvoir se rencontrer pour échanger, partager. Et puis, ils se retrouvent aussi totalement dans l'entreprise où on a, c'est extrêmement étonnant, des espaces de coworking dans les entreprises, de plus en plus. On verra aussi d'abord pourquoi c'est né, l'intérêt. Et puis, il y a tout ce qui existe comme lieu justement entre les deux qui vont amener à la fois cette possibilité de se rencontrer, de co-créer et aussi de faire en fait de faire entreprise, c'est-à-dire de faire du lien entre les gens pour contribuer. L'intérêt aussi des personnes qu'on va vous présenter, c'est que ces lieux sont très divers. Vous allez voir que ces lieux peuvent être très en mouvement, très dans l'innovation, la digitalisation, la transformation. Donc on verra avec Liberté Living Lab qui sera présenté. Ça peut être des lieux d'inspiration,
là, c'est étonnant parce qu'on a un remarquable exemple d'une entreprise qui crée un lieu dans un lieu inspirant qui est notamment la Chartreuse de Neuville. Donc là aussi, lieu étonnant, inspirant. Il y a l'émerveillement, on verra Chemin Go, enfin vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Il existe des pépites, comment ces pépites peuvent être mises en lumière pour nous donner envie de continuer, de co-créer ensemble. Il y a aussi des lieux plus éthiques, mais éthiques dans le fonctionnement, dans l'organisation, et on verra avec l'entreprise éthique qui a été montée. Et puis il y a des lieux qui portent espoir, qui donnent espoir, ce sont les canaux. Voilà, structure qui a été créée, qui vous sera présentée. Et puis après, tout ça, il y a aussi des lieux complètement inspirants qui sera présenté, qui sera The Camp, qui est un lieu vraiment, voilà, un peu, qui est à la fois unique, différent des autres, sur lequel on va pouvoir avoir à la fois de l'inspiration, de l'innovation. Donc on voit qu'il y a une grande diversité de ce qu'on peut appeler les tiers-lieux, mais finalement, moi, en tant qu'architecte, on se pose ces questions de la création de ces lieux inspirants. Mais en fait, on n'est pas là pour imposer notre vision de ce qu'est un lieu inspirant. Le lieu inspirant, il est s'il y a des gens inspirés. Donc c'est finalement c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc c'est pas de moi, c'est Victor Hugo. Mais ça veut bien dire que créer en fait un lieu, c'est d'abord l'expression de ceux qui le créent. L'histoire est belle si en fait derrière il y a des gens qui sont beaux pour la créer. Et à partir de là, le lieu raconte son histoire. C'est pour ça que je me méfie tout de suite, moi, quand je rentre dans des entreprises et que la première chose que je vois, c'est un baby-foot. Pour moi, c'est déjà un signe. Voilà, c'est un signe d'affichage. Et en fait, c'est un peu comme le nez rouge du clown. C'est pas parce que on a un nez rouge qu'on est drôle. Et le clown n'est pas forcément drôle. Et donc, ça veut dire que la forme, elle exprime des choses et que derrière, il faut apprendre à décrypter. Et la première chose qu'on demande, nous, en tant qu'architectes, quand on va travailler avec des entreprises, des structures ou même des habitants, c'est en fait qu'est-ce qu'ils veulent exprimer. Et nous, on leur raconte leur histoire. Donc on voit que ces paradigmes sont en train de changer. Et ça parce qu'on intègre certaines notions qui sont l'éthique, qui sont la vision, qui sont le sens, aujourd'hui la recherche du sens, et puis l'acceptabilité. Je vous fais le pari, ça fait 1 an que je le dis, mais je vous fais le pari que dans 2 ans, il n'y aura pas de Coupe du Monde au Qatar. On ne pourra pas imaginer qu'une entreprise partenaire en fait, des équipes, tout d'un coup, les gens ne commencent pas à se réveiller en disant mais c'est pas possible, ça n'engage que moi. Voilà, donc dans cette diversité de ces lieux, je vais commencer maintenant à appeler individuellement, donc on appelle des speakers, c'est-à-dire que ce n'est pas une table ronde, c'est des speakers. Donc ils ont une lourde tâche, c'est qu'en 5 minutes, ils doivent en fait vous inspirer. Donc, je vais commencer dans mes papiers, voilà, par Elisa, pardon. Elisa Yavdvich, alors je suis sûr que de toute façon j'allais me planter, donc elle vous dira son nom, mais elle a l'habitude, qui est directrice générale des canaux. Alors c'est une femme assez étonnante. Donc elle est la directrice des canaux, on va voir ce que c'est. Elle est diplômée de Paris-Dauphine, donc elle exerce beaucoup dans le domaine du conseil pendant 12 ans et rejoint le ministère de la Santé. Elle devient la plume de Anne Hidalgo. Elle devient aussi sa conseillère économique. En plaisantant, je disais, pour ceux qui ont vu le film Alice et la mer, voilà, c'est ce genre de personnes qui inspirent, voilà, qui ne sont pas forcément en avant, mais qui inspirent. Voilà, et puis, elle a un engouement pour l'ESS qui cesse de croître, et elle a le sentiment de ne pas en faire assez là où elle est, dans cette nouvelle économie, et donc elle va créer le projet Les Canaux. Les Canaux soutiennent des acteurs économiques solidaires et innovants. Et l'association initie, organise et accueille de nombreux programmes et événements pour soutenir, former et informer tous ceux qui veulent entreprendre pour un monde durable et solitaire. Voilà, donc je vais te demander de... Solidaire, pardon. Je vais te demander de t'approcher, de prendre le micro. Voilà, et puis tu vas nous présenter les canaux. Mais moi, ce que j'aimerais savoir... Tiens, vas-y. C'est en fait, finalement, bon, on monte des structures, on monte tout ça, mais quels sont les fruits? Parce que ce qui est important, c'est de savoir finalement, est-ce que ça porte du fruit et quels en sont ces fruits?
Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, je vais essayer d'y répondre. Donc effectivement, les canaux, c'est un projet qui a maintenant 3 ans. C'est un lieu, un tiers-lieu, un alter-lieu, me dit Carlos Moreno, dont l'ambition est de promouvoir les acteurs économiques engagés pour la planète et la solidarité, parce que finalement, ces acteurs engagés, c'est des entreprises, c'est des travailleurs, mais c'est aussi des consommateurs, c'est presque tout le monde. Et donc, dans ce lieu, qui se trouve au bord du canal de l'Ourcq, à Paris, dans le 19e arrondissement, vous pouvez y retrouver, y croiser des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des startups à impact, des collectivités territoriales, des pouvoirs publics, des citoyens, des représentants du monde académique et scientifique, des grands groupes, des financeurs. Voilà, l'idée, c'est que ça soit un lieu de croisement où on peut se renseigner, apprendre, être formé, et puis surtout développer son business quand on est une structure de l'ESS et une start-up. Donc en fait, dans ce lieu, comme je vais essayer d'aller sur 5 minutes, donc je vais très vite. Donc ce lieu qui est aussi une vitrine, puisque c'est le premier lieu 100% meublé à partir d'économie circulaire. Ça veut dire qu'en fait, l'entièreté des meubles, de l'aménagement est fait à partir de déchets. C'est plus de 30 entrepreneurs, parce que c'est une vraie économie maintenant, qui ont construit les meubles, les lampes, les tables, voilà, la moquette. Donc les fleurs sont faites avec des sacs de plastique récupérés. Et c'est très beau. Et ça montre, c'est inspirant, parce que ça montre qu'on peut très bien s'inscrire dans l'histoire du patrimoine français, qui est de ce savoir-faire en matière d'artisanat d'art, d'artisanat, de design, mais de s'inscrire dans une évolution qui est de avoir moindre impact sur l'environnement et de récupérer toutes ces matières, puisqu'on a énormément de déchets, de les récupérer pour les réinventer. Et dans ce lieu, il y a des salles de réunion, des organisations internationales qui ont leur bureau, mais aussi des entreprises qui se lancent. D'ailleurs, Chamengo, qui est là, est né, le projet de la villa est né au Canot, puisque Chamengo était hébergé au Canot. Et puis, voilà, c'est vraiment un lieu qui se veut être le lieu où tout le monde peut se croiser pour pouvoir développer ses projets. Alors, ce qu'on veut, c'est être très concret. Donc, effectivement, porter des fruits. Donc, être très concret, c'est mettre les gens en relation. Donc, on a travaillé, par exemple, avec les Jeux Olympiques, avec Paris 2024, pour que 25% des marchés qui sont aujourd'hui, qui seront faits dans les Jeux, 25% du budget des Jeux, c'est 7 milliards quand même, seront réalisés par des entreprises de l'ESS et des TPE, PME locales. C'est l'ambition que se donne la France, le président Macron, Tony Estanguet, Anne Hidalgo, qui ont porté ce projet. Et nous, on les aide à faire ça. Et on les aide comment? En faisant un conseil auprès des acheteurs pour leur montrer les solutions, les innovations qui existent. Donc leur montrer par exemple comment on peut meubler tout le village en économie circulaire, comment on peut construire en bois, comment on peut faire que les cuisiniers qui alimentent et qui les 15 000 athlètes issus de 180 pays puissent être finalement des gens en insertion qui sont peut-être des migrants, puisque toutes ces cultures sont là à Paris, et comment ça peut être un vecteur de fierté aussi de participer à cet événement. Donc voilà, donc on fait un conseil aux acheteurs et de l'autre côté, on fait du conseil aux structures. On les informe des marchés, on les aide à se mettre en consortium, on les aide à travailler ensemble pour répondre. Et juste, ça marche parce qu'on parlait de fruits, ça fonctionne. Sur les 140 premiers appels d'offres qui sont tombés, alors je vous rassure, les 140 premiers, ça n'est que 4% des appels d'offres des Jeux, puisqu'on est quand même qu'en 2020 et c'est en 2024. 60% du coup ont été remportés par des TPE, PME locales et plus de 20% par des structures de l'ESS. Donc ça n'a jamais été atteint sur ce type de projet. Et on a l'ambition de continuer. Mais voilà, c'est aussi permettre aux acteurs de travailler avec l'ensemble des incubateurs. Et c'est vraiment l'idée de ce tiers-lieu, c'est que tout le monde puisse y trouver son intérêt. Donc on fonctionne dans une démarche de dons et de contre-dons, à savoir que en fait, ces salles sont mises à disposition du secteur et que la contrepartie, c'est qu'elles vont rendre aux autres acteurs de l'économie engagée.
Donc, vous êtes une entreprise qui a décidé de réunir son conseil d'administration dans notre belle salle du premier étage qui est très lumineuse et qui donne sur le canal. Et ben, en échange, en contrepartie, on va vous proposer de former sur votre métier des entrepreneurs voilà, par exemple, vous êtes avocat, ben, vous allez faire du conseil sur la gouvernance. Vous êtes un grand groupe, vous allez rencontrer 15 structures qui fabriquent et qui pourraient être vos fournisseurs et qui du coup vont peut-être demain convaincre les acheteurs et qui ont comme ça l'opportunité de rencontrer vos acheteurs. Voilà, pour chaque personne qui rentre au canot et qui y bénéficie, on essaye de trouver quel partenariat on peut créer au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'économie engagés. 5 minutes, ça passe très vite, mais voilà, l'idée c'est qu'on est un peu à la frontière entre peut-être même des politiques publiques, parce qu'on définit des structures, on est vraiment sur des grands marchés publics, on aide les acteurs à acheter, parce qu'on pense que l'achat public, c'est ce qui peut tirer cette économie-là. Donc on fait vraiment ce lien, et dans tous nos projets, il y a toujours les collectivités et les pouvoirs publics, parce qu'ils ont cette force d'action. Et donc, par exemple, on travaille sur toute la filière de l'économie circulaire. Voilà. Bon, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup et après, il y a un temps de questions, mais peut-être juste quelques chiffres. Il y a 80 000 personnes qui sont venues à des conférences, parce qu'il y a des conférences. Il y a eu plus de 800 structures qui ont été formées en 2019. Et puis, aujourd'hui, on a près de 2000 structures qui sont référencées pour avoir toutes les informations sur les Jeux Olympiques et sur les marchés publics. Bon, je suis rassuré parce que les Jeux Olympiques auront bien lieu. Oui, j'espère. On fait tout pour. Hein. Voilà, je vous propose de prendre 5 minutes si vous aviez des questions dans la salle. Il y a des micros qui sont là, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, personne devant. Moi, je me demandais comment est-ce que vous aviez... Pardon, j'ai coupé la parole. Je me demandais comment est-ce que vous aviez financé les canaux au tout début. Comment est-ce que vous avez initié financièrement la chose? Alors, initialement, c'est un projet qui a été impulsé par la ville de Paris. Donc, c'était même dans le programme d'Anne Hidalgo qu'il y existe un lieu à Paris qui puisse bénéficier, au-delà de Paris, à l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Parce que cette économie à impact est vraiment au cœur de l'attractivité en fait d'une métropole comme Paris et qu'elle est porteuse de ces innovations qui servent l'ensemble de l'économie. Donc ça paraissait très important d'avoir ce lieu-là. Donc il y a eu une première subvention qui a été donnée à cette association, qui est une association tout à fait indépendante, présidée par Éric Pliès, qui est le président du SAMU social et le directeur d'Aurore, mais qui regroupe des acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat engagé. Et puis ensuite, nous ont rejoint des mécènes, d'autres, la métropole du Grand Paris, le ministère de la Transition écologique. Voilà. Donc aujourd'hui, la ville, c'est un peu moins de 20% du budget des canaux. Et par la réalité, finalement, les fruits, on a réussi à convaincre d'autres structures de nous financer. Ce n'est pas une structure qui vend des services, puisque comme vous l'avez compris, on offre des services gratuits, mais qui permet, voilà, comme on est à cette frontière un peu avec la politique publique, on peut intéresser des collectivités ou des grands projets pour pouvoir faire cette aide aux structures. Oui, moi, je voulais savoir, vous parliez de solidarité au départ dans votre présentation, et donc je voulais que vous puissiez revenir vers ça, puisqu'il y a eu beaucoup d'économies, mais qu'est-ce que vous appelez la solidarité? Alors la solidarité, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc d'abord, c'est toutes les structures d'insertion. On a en France vraiment beaucoup d'entreprises d'insertion, et donc on les soutient avec tous les réseaux de l'insertion. On est vraiment auprès d'eux justement pour être apporteurs d'affaires, montrer que des ESAT, des entreprises d'insertion sont tout à fait à la pointe et peuvent faire des choses extraordinaires. Donc, on permet ça. Et puis ensuite, on permet aussi à des structures qui n'ont pas forcément le statut, mais qui décident de soutenir des personnes plus fragiles, des femmes. Donc, comment les femmes ont la place dans l'entreprise, comment les personnes en situation de handicap. Donc, voilà, en voyant notre programmation, vous verrez comment, en fait, on soutient cette économie-là. Merci. Ça fait 5 minutes. Merci en tout cas. Derrière
J'ai déjà, Bon, une j'ai déjà dernière le micro. rapide. Donc, vous disiez dans votre présentation... Ah ben, il y en a partout. Mince. Moi, je voulais savoir, en raison de votre parcours, si vous pensez qu'on peut monter un tiers-lieu comme celui-ci sans subvention. Après, je reprends. Est-ce que c'est possible ? Il faut quand même au début avoir on va dire un financement de base, mais ça peut être un fonds d'amorçage, ça peut être quelque chose un fonds privé. Oui, c'est possible, tout à fait. Après, là, chez nous, ça fait 1000 mètres carrés, c'est quand même assez grand. Il a fallu refaire les travaux. Et puis surtout, il y a beaucoup de programmes. Donc maintenant, il y a une équipe de 20 personnes qui travaillent sur tous ces programmes-là. On connaît... Je connais on accompagne aussi de nombreux tiers-lieux qui veulent se créer, qui passent par nos programmes et qui n'ont pas de subvention au démarrage, et ça fonctionne. Juste une question pour terminer, si vous permettez. Vous évoquiez dans votre présentation 4 promotions par an. Je veux juste savoir comment fonctionnent les promotions. Alors, pour le Social Starter, qui est donc ce programme qui met en relation les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui se lancent plutôt, de tout âge et de tout profil, et de tout quartier, de tout milieu, de toute formation, on les met en lien avec les 50 incubateurs financeurs, justement, mais aussi apporteurs de lieux comme la CMAS sur les pieds d'immeubles, qui sont les partenaires du Social Starter. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, sur le site des canaux. Et puis là, vous êtes accompagné par une équipe qui vous aide à pitcher votre projet. Et 100% des structures qui passent par le Social Starter trouvent une solution derrière, que ce soit un financement, que ce soit un lieu, que ce soit un associé, etc. Merci. Merci, Elisa. Voilà, donc on va passer à notre deuxième speaker, je ne sais pas comment on dit. Catherine Gall, donc, qui est directrice générale à The Camp. Elle vous expliquera ce que c'est que The Camp. Moi, j'y suis allé. C'est un lieu vraiment non seulement inspirant, mais je trouve très juste. On a eu la chance d'y aller d'ailleurs avec Entrepreneurs d'Avenir faire un séminaire de 2 jours. Et donc, quand on vit ce lieu-là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Donc, ton parcours, Catherine, donc, tu as pris la direction générale de The Camp par Aix-en-Provence en fin 2018, dont tu vas nous présenter le projet. Tu étais anciennement vice-présidente des alliances stratégiques chez Steelcase. Steelcase, donc, c'est nous les architectes, on les connaît bien parce que ce sont ceux qui travaillent sur le mobilier, et notamment du mobilier pour la partie du tertiaire, donc avec une forte valeur, en tout cas d'innovation. Catherine est experte en recherche collaborative sur le design d'expériences et d'espaces comme levier d'innovation et a une forte expérience internationale. Donc, elle a dirigé donc pour Steelcase l'équipe de conception internationale en charge du design d'espace de The Campus The Camp. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ton exposé, tu vas nous présenter The Camp, mais c'est comment toi, tu es passé finalement du mobilier à l'espace. Donc, comment on fait le grand saut ? Merci Thierry, bonjour à tous. Je suis ravie d'être dans ce plateau parce que je pense que c'est incroyable de voir tous ces projets qui vont être présentés. Moi, je suis d'autant plus à l'aise de parler de ce projet qu'effectivement, j'y ai passé près de 5 ans à imaginer, puisqu'il est sorti de terre et que ce projet, c'est un projet neuf. Donc, Elisa n'a pas vraiment montré la photo des canaux, vous verrez les images des autres lieux. Ce projet, il est déjà singulier dans la mesure où c'est le rêve d'un homme qui s'appelle Frédéric Chevalier, qui l'a vraiment rêvé, imaginé, modélisé, fait construire et qui nous a transmis ce projet, puisque malheureusement, il nous a quittés 2 mois avant l'ouverture. Et effectivement, moi, mon parcours chez Steelcase m'a permis de mesurer à quel point le lieu est une dimension formidable. C'est d'ailleurs une dimension qui est, sur le plan philosophique, aussi importante que le temps ou des grandes autres dimensions. Tout se passe dans les lieux. Aujourd'hui, vous venez ici pour ces sessions. Tout ce qu'on fait dans notre vie est vraiment incarné et sous-tendu par un lieu. Donc, rencontrer un entrepreneur qui vous dit je vais acheter ce terrain, je vais créer un lieu parce que dans cette région du sud de la France, il n'y a pas d'endroit dans lequel, et ça, je vais reprendre le mot qu'Elisa a cité parce que Carlos Moreno, il a aussi été un inspirateur de ce projet, il n'y a pas d'endroit qui soit un endroit d'altérité dans lequel on va venir
pour d'abord se reconnecter à soi, parce qu'on est dans la nature, et j'y reviendrai, c'est un élément très important. Mais c'est parce qu'on va se reconnecter à soi qu'on va avoir envie de faire les choses différemment sur le reste des sujets. Donc ce lieu, il manquait dans cette région d'Aix-en-Provence, mais il doit, pour fonctionner, être connecté à plein d'autres lieux. Il a été imaginé comme un accélérateur de rencontres, c'est vraiment ça qu'il voulait. Donc là, vous voyez une toile qui est tendue, c'est Corinne Vesoni qui a été architecte du lieu. Sous cette toile, il y a des bureaux qui sont dans des formes cylindriques. Les bâtiments en bois que vous voyez, ce sont des chambres pour résider. Donc c'est un lieu dans lequel on vient. Déjà, il y a tout un voyage initiatique pour venir, surtout en ce moment. Il faut prendre le train, prendre sa voiture, il faut prendre d'autres moyens de transport. Donc il y a déjà une approche à intégrer dans le cheminement pour aller à The Camp. Mais en tout cas, une fois qu'on y est, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de carbone et de CO2 qui est consommé parce que tout se passe à l'intérieur. Et Corinne Vesoni a imaginé, sur la base d'un brief qui était ce lieu, il doit d'abord célébrer la nature. Parce que la chance qu'on a quand on est dans le sud de la France, c'est qu'il y a une lumière extraordinaire. Vous avez vu précédemment la montagne Sainte-Victoire, qui est bien connue de notre culture historique artistique. Et c'est vrai que la lumière est absolument fantastique, qu'il y a une connexion à la nature qui fait que déjà on est bien. Et comme ce lieu, il est destiné à inviter les gens à venir sur la base de programmes dont je vais vous parler, inviter tous les gens, les enfants, les cadres d'entreprise, les chercheurs d'emploi, les retraités, les artistes. Enfin, c'est un lieu qui est ouvert dans son esprit. Ça ne veut pas dire que c'est un lieu dans lequel on va sans intention. Ce n'est pas un lieu non plus qui est ouvert en permanence. Mais en revanche, quand on y vient, c'est qu'on a envie de collaborer à résoudre des problématiques. Et rien que le lieu, l'aménagement intérieur, mais aussi les programmes, ont été aussi le produit de co-construction. C'est vrai que Chevalier croyait beaucoup dans le fait que pour que le changement se passe en France, et le but de The Camp, c'est en fait de créer des acteurs du changement, des acteurs individus comme vous et moi, mais des acteurs qui sont aussi les grands leviers, qui sont les entreprises. Donc il y a 18 grands groupes privés qui ont rejoint Frédéric et qui ont commencé à permettre à leurs salariés de venir imaginer des programmes de formation, des sujets de la transformation. Donc il y a déjà 5 ans, et lui, il portait ce projet depuis déjà bien longtemps. Il imaginait que la transformation des outils digitaux allait changer nos métiers, changer réellement la façon dont on apprend à l'école. Donc on a des programmes aujourd'hui avec l'Éducation nationale pour imaginer des nouveaux modules qui réenchantent un peu l'école pour les enfants sur des sujets très pratiques, des métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui. On en a un sur l'alimentation durable où on propose aux enfants, et c'est intégré dans leur cursus en CM2 et en 5e, d'être un enquêteur dans leur famille de ce que leurs parents achètent pour matérialiser le fait qu'il y a un pouvoir d'achat, on a le pouvoir d'acheter des choses. On peut acheter à des producteurs locaux qui sont bio, qui sont en circuit court, plutôt que des produits manufacturés. Et aussi, en équilibrant son alimentation, on a un pouvoir sur sa santé, on a un pouvoir sur sa forme, et on se redonne aussi une envie de vivre différemment. Donc ce genre de programme, par exemple, qui nécessite des modèles économiques publics, privés, avec un enjeu réel de trouver des solutions alternatives, c'est au cœur de The Camp. On a une résidence créative, donc on sélectionne des créateurs dans le monde entier qui soient engagés aussi dans une vision plus humaine du monde, plus responsable, plus frugale aussi. Et ils viennent à The Camp, ils travaillent avec nous. Ils nous apportent beaucoup de créativité parce que ce lieu est vraiment le lieu dans lequel on va utiliser l'intelligence collective, on va réfléchir à des méthodes comme le design fiction, se projeter dans l'avenir pour se dire, on prend les ODD de l'ONU par exemple, et on se dit sur l'éducation, sur le transport, sur l'énergie, sur la santé, qu'est-ce qu'on peut faire différemment qu'on va tester dans notre écosystème. On n'est pas la Singularity University, c'était un des éléments inspirants que Frédéric est allé visiter. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est offrir à Marseille, à Aix et à tous les territoires du Sud des grandes entreprises, des acteurs du changement pour tester une mobilité périurbaine sous forme de navette électrique. Je viens de le décrire, l'alimentation et plein d'autres choses, donc des projets très tangibles. On a 2 ans et demi maintenant. On vient de démarrer la 3e année d'activité de The Camp avec beaucoup de projets et encore une ambition vraiment plus forte que jamais parce que je crois que le monde a besoin de tiers-lieux comme celui-là en réseau avec les autres tiers-lieux que vous allez voir présenter. Voilà, donc je parlais de lieux de disruption, mais effectivement, c'en est un. Et en fait, ce qui est assez agréable, c'est qu'il y a l'intégration dans le site, parce que même si ça paraît un peu comme un ovni, quand on est dans le site, je vous garantis qu'il y a une vraie intégration du projet et une vraie justesse, qui va jusqu'au fait qu'il y a même des choses qui sont... Tout n'est pas parfait. En fait, mais il y a une relation, en tout cas, avec les gens, on en discutait tout à l'heure, qui anime, qui est en fait très humaine.
avec tout ce que ça comporte, mais on n'a pas l'impression de se sentir en fait dans un parc d'attractions. On est vraiment dans un lieu qui est inspiré et qui en fait est en progression. Et ça, en fait, on le ressent. Ce que je vous propose maintenant, c'est voilà. Donc, si vous aviez une ou deux questions pendant 5 minutes, monsieur. Ah, il y a le... Ben, c'est un peu la même question de départ. C'est la partie finance. Allô? Voilà, c'est bon là. C'est la partie financement et l'interaction avec le territoire, les communes, la région, les départements. Donc la partie financement, c'est un modèle économique qui est très original puisque c'est une entreprise, une société qui commercialise des programmes et des activités. Et il y a un projet immobilier qui est le site que vous voyez. Donc c'est un financement qui vient des programmes que nous vendons. Donc aujourd'hui, on est une société qui vendons de la formation, qui vendons des séminaires, des événements, des programmes d'accompagnement. Et on a eu des financements sous forme d'avance remboursable des 4 collectivités territoriales du Sud, donc la région, la métropole, le département et la chambre de commerce. Et c'est parce qu'ils sont venus nous avancer de l'argent qu'ils viennent aussi se transformer. Donc dans nos programmes, je viens d'en parler, puisque j'ai régulièrement la question. Un programme qui consiste à travailler avec les villes et les écoles est un programme qui est financé à la fois par des euros privés, des euros publics sur l'alimentation, par exemple. Et puis, quand Entrepreneur d'avenir vient faire un séminaire, c'est un programme qui est complètement privé, qui est financé. Voilà. Donc, c'est ça le modèle économique de The Camp. Oui, bonjour. Ici. Donc, je voulais savoir si en tant qu'indépendant, consultant, formateur, on peut avoir des accès et quelles sont les conditions pour bénéficier du lieu et pouvoir organiser nos propres événements, formations. Tout simplement nous contacter, c'est une de nos activités. Donc on a une activité d'accueil de séminaires, d'accueil d'événements et il suffit de vous rapprocher de l'équipe de The Camp pour dire à quel moment vous seriez intéressé et on vous établit une proposition. Ok, merci. J'aurais juste une question très simple concernant les résidents. Quand vous dites résidents, est-ce que c'est seulement les personnes qui bénéficient des séminaires ou est-ce qu'il y a des résidents permanents? Est-ce qu'il y a une forme d'hébergement? Alors oui, il y a des résidents permanents, parce que j'en ai pas parlé effectivement, mais on est un village de start-up. Le village du Crédit Agricole a hébergé son accélérateur de start-up sur le campus. Donc on a 40 start-up qui dorment en permanence pendant 6 mois. On a nos résidents artistes qui sont là aussi pendant 6 mois. Et donc c'est ça qu'on appelle les résidents. Puis on a nos salariés. C'est là aussi que les équipes de The Camp travaillent. Alors eux ne dorment pas sur le campus, sont à côté. Mais voilà ce que j'appelle les résidents. Après, on accueille aussi de manière occasionnelle des résidences plus thématiques pour finir un livre, venir terminer une réflexion. J'en ai pas parlé parce que le temps est court, mais comme on a un biais très fort qui est le développement de solutions alternatives plus durables et plus humaines, on est très sollicité par des gens qui veulent prototyper un nouveau matériau, un nouveau projet ou finir une publication sur des sujets comme l'entreprise à mission, la permaculture, voilà, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, on est ravis d'accueillir ces gens-là parce que ce lieu fait partie des rencontres non prévues. J'en ai juste un petit peu parlé, mais un lieu fait qu'on vient. Il y a ce bâtiment ici de l'OCDE, on vient faire des programmes et il va se passer des choses qu'on n'a pas imaginées. C'est la force de l'intention, c'est la force des réseaux. C'est le pari de ce lieu. Et donc, les grands groupes envoient leurs cadres et leurs équipes se former en format de leadership positif, par exemple. On accueille ces classes de CM2 qui, par exemple, lundi dernier, ont cuisiné pour nous. Donc, on a un restaurant qui est végétarien et les enfants ont fait le menu dans le cadre du programme dont je vous ai parlé. Si on a par ailleurs des collectivités territoriales qui viennent faire une réflexion sur le lancement d'une politique, voilà, tous ces gens-là vont se croiser à déjeuner à l'extérieur. On a un maximum d'activités, enfin on a un maximum. J'ai parlé de la nature. La nature, elle est essentielle. C'est ce qui fait qu'on lâche un peu la pression et les croyances fortes qui nous limitent et qui nous configurent. En étant là-bas, on réouvre son nez parce que ça sent bon. Il y a les bruits de la nature, il y a les oiseaux, il y a ces lumières, il y a tout ça qui fait que notre corps reparle. Notre corps nous reparle et nous encourage à aller à la rencontre des autres plutôt qu'à être sur son smartphone et ses programmes classiques et son organisation qui est
un rendez-vous après l'autre. Merci. Merci, en tout cas. Voilà, donc on est passé comme ça d'un lieu avec une certaine complexité assez important, initié par une personne quand même au départ qui avait une vision. C'est toujours intéressant, c'est de savoir finalement d'où naissent les projets, et ça naît souvent par rapport à une vision. Et une vision donc est issue en fait aussi d'un parcours. Donc je vais appeler maintenant Cécile. Donc Cécile Gallo-Selva qui va me rejoindre, donc qui est fondatrice d'Ethic, donc qui est foncièrement responsable. Tu veux d'abord qu'on passe le film ou tu viens. Voilà, donc Cécile en fait a débuté sa carrière en fait à l'étranger, en Allemagne et aux États-Unis, et puis enfin à Paris dans une PME du secteur privé. Là aussi, en quête de sens, finalement, il y a quand même toujours dans ces aventures la quête du sens. Donc, à un moment où on se pose une vraie question sur ce à quoi on a envie de contribuer. Donc, elle décide de reprendre ses études au début des années 2000, obtient un MBA à l'université d'Oxford. Elle découvre le social business à ce moment-là. Donc, après un passage dans une maison d'édition, elle rejoint Ethical Property à Oxford en 2004. Pour développer une start-up et une entreprise sociale leader au Royaume-Uni. Je suis désolé. Voilà. Et puis 2010 marque son retour en France, mais également le début d'une nouvelle étape de sa carrière. Et en fait, elle va créer la société Ethic, foncièrement responsable. Elle nous dira exactement en quoi ça consiste, mais elle développe des immeubles et des bureaux à loyer modéré qui sont loués à des conditions flexibles aux acteurs du développement durable et avec une vraie vision sur l'environnement dans toute sa dimension. Donc on a aussi avec nous, donc à travers Cécile, donc la trésorière de France Tiers-Lieux. Donc c'est intéressant parce que du coup, elle a une vision sur tout ce qui existe comme tiers-lieu en France, avec tout ce qu'il y a de mieux, et puis peut-être aussi tout ce qui est de moins bien. Donc elle va nous expliquer en fait Ethic, là où en quoi en fait Ethic maîtrise mieux son impact environnemental que l'immobilier traditionnel. Donc ça c'est déjà intéressant. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'elle nous parle malgré tout un peu sur cette vision globale des tiers-lieux. Très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais peut-être commencer justement par cette vision globale. Il y a un petit peu plus d'un an, j'ai fait partie d'une étude. J'ai fait partie d'un groupe qui a conduit une étude justement sur les tiers-lieux. On a identifié 1800 tiers-lieux en France, beaucoup en métropole, beaucoup en zone rurale et beaucoup en quartier politique de la ville. C'était une étude qui a été lancée par Juliane Normandie avec la Fondation Travailler Autrement, etc. Tout ça a donné lieu finalement à une prise de conscience que les tiers-lieux en zone rurale et en QPV sont vraiment une opportunité de lutter contre la fracture territoriale, fracture digitale, fracture économique. Et on a pu distinguer justement à la fois quels étaient les critères pour qu'un tiers-lieu participe vraiment à un monde plus solidaire, plus social, plus écologique, et quels étaient les freins aux tiers-lieux qui étaient les plus performants là-dedans. En sont ressorties plus de 20 recommandations pour l'État, ce qui a donné d'ailleurs l'appel à projet sur les tiers-lieux lancé récemment. Et je pense que la création de l'association France Tiers-Lieux, qui se veut le lien finalement entre les acteurs publics et les porteurs de projets de tiers-lieux pour favoriser l'émergence ou consolider les tiers-lieux existants, et en particulier ceux qui apportent une réponse concrète aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Donc je vous encourage à aller vous renseigner du coup sur France Tiers-Lieux. Il y a le rapport qui est SACOM. Il y a plein d'informations justement comment financer un tiers-lieu, comment créer un tiers-lieu, etc. Donc déjà il y a une mine d'informations en ligne qui est tout à fait accessible, et il y a tout un travail aussi derrière qui va, j'espère, aider finalement les tiers-lieux qui ont de l'impact. Avant de parler d'éthique, je propose qu'on regarde une petite vidéo qui présente un des centres que l'on a créé, Ethic foncièrement responsable. Aujourd'hui, on gère 8 centres en France et on en développe d'autres. Mais je vous propose de lancer la vidéo. Il y en a pour 2 minutes.
Ethic est une entreprise solidaire à utilité sociale qui crée des tiers-lieux, des espaces de travail partagés pour des acteurs à impact social et environnemental. En tant qu'ONG de commerce équitable, il est très important pour nous de mettre en cohérence notre propre fonctionnement et les buts sociétaux que nous poursuivons. Et quand nous avons découvert la foncière Ethic, qui propose des bureaux dans toute la France, sur des tiers-lieux, en lien avec d'autres organisations qui ont la même vocation, qui ont les mêmes idéaux, nous avons été très heureux d'avoir une opportunité ici à Nanterre, de nous installer au château Ethic. Venir au château, c'était un triple effet qui se coule en quelque sorte. C'est-à-dire que déjà, c'était être dans un bâtiment qui a vécu, un bâtiment qui parle de travail. Donc les synergies elles vont se passer en échange informel au moment du déjeuner. Être au château, même pour une toute petite structure, ça dit des choses de ce que l'on veut porter. On est très content de s'être implanté ici parce que tout l'écosystème du château vient véritablement nourrir l'écosystème d'acteurs qu'on a chez nous. L'intérêt pour nous d'être au château de Nanterre, c'est que nous évoluons dans un écosystème avec plusieurs acteurs avec lesquels nous interagissons pour réfléchir ensemble à de nouveaux modèles. Au château, on trouve un laboratoire de cuisine partagé, un espace événementiel, un restaurant et dans les étages supérieurs, des bureaux partagés, des bureaux privatifs, du coworking et des espaces mutualisés, une kitchenette et des salles de réunion. Le château se construit avec et pour ses résidents en fonction des projets qu'ils souhaitent développer. Il reste encore beaucoup d'espace à exploiter, de partenariats à développer en interne et à l'externe. Donc, ça, c'est juste un des exemples des sites. C'est un des plus prestigieux en termes patrimonial. Mais on a des bâtiments qui payent beaucoup moins de mine, mais dans lesquels il y a bien autant d'activités. On parlait tout à l'heure justement aussi de l'impact environnemental. C'est vrai que moi, je suis très écolo. Et on essaye d'avoir une approche globale parce que finalement, un tiers-lieu, bien sûr, il y a tout ce qui est le sens de la communauté, le développement économique, le lien, la structuration des acteurs qui viennent travailler, qui ensemble sont plus forts, etc. Mais il y a aussi, en tout cas chez Ethic, une très grosse envie de participer à la résilience, c'est-à-dire développer des lieux où on peut travailler malgré le dérèglement climatique et surtout qui ne participent pas plus au dérèglement climatique. Donc bien sûr, l'avantage, c'est que Ethic, on a la particularité de faire tous les métiers de l'immobilier, c'est-à-dire on commence à la création de projets, le financement, l'achat, la rénovation et ensuite l'exploitation. Donc comme on est sur toute la chaîne, on peut avoir un impact environnemental maximum en s'entourant bien sûr d'experts. Donc lorsqu'on rénove avec les architectes, les bureaux d'études, on va aller tester des méthodes qui vont baisser l'impact carbone. Donc bien sûr, on emploie beaucoup de matériaux durables. On faisait partie des premiers qui avons testé avec les laboratoires Emmaüs le métis. Donc c'est une nouvelle forme d'isolant. Là, on a réussi à convaincre les équipes des différents PLU de nous permettre de faire des toilettes sèches dans un immeuble de bureau. Donc on regarde vraiment tout sur les matériaux lors de la rénovation, le fait de mettre des douches pour encourager les gens qui veulent venir à vélo. On met assez d'espace dans nos espaces pour pouvoir trier, recycler. On a jusqu'à 25 filières de tri. Donc ça va des choses assez simples comme le papier au lombricompostage. On accompagne nos résidents bien sûr à consommer moins et par exemple à consommer moins de viande. Donc on essaie d'avoir des lieux où le restaurant propose toujours au moins une option végétarienne, voire végane. Voilà, donc c'est vraiment une approche très globale sur l'impact environnemental, à la fois du centre en lui-même, et puis on accompagne les gens eux-mêmes à savoir comment mieux consommer. On fait aussi pas mal de lobby, on va dire, pour que le monde de l'immobilier lui-même puisse
améliorer sa performance environnementale. Donc on est vraiment sur le décloisonnement. On peut tout à fait travailler avec des promoteurs classiques. Travailler, c'est-à-dire on n'a pas peur de se faire copier. On encourage les gens justement à pouvoir copier nos pratiques durables. Voilà sur l'environnement. Merci. Est-ce que vous avez donc des questions? Oui. Il y a deux questions. Une devant et puis après une derrière. Les entreprises sont sélectionnées sur leur volonté d'impact environnemental. Les entreprises qui interviennent, en fait, qui vont louer, qui vont... Oui, tout à fait. On attire. Alors, ça se fait de façon assez naturelle. Donc, on attire les gens qui nous ressemblent parce que vous avez compris, il y a une vraie cohérence entre la façon dont est géré le site et les gens qui y résident. Le but, c'est de pouvoir ensemble co-construire, répondre ensemble à des appels à projets, décider de comment va évoluer le bâtiment. Et donc, il y a ce qu'on appelle, nous, des critères de sélection qui sont principalement, est-ce que concrètement, votre structure apporte une réponse à une problématique sociétale, donc soit environnementale, soit sociale, idéalement les deux. Et est-ce qu'il y a une bonne gouvernance interne? Donc, quel que soit le statut juridique, est-ce que, par exemple, il n'y a pas un trop grand écart de salaire dans votre structure? Est-ce que vous avez une source de financement diversifiée? Est-ce que vous payez bien vos fournisseurs? Donc, finalement, on se dit c'est des structures qui sont vertueuses et qui ont un impact vertueux. Donc, si elles ont ça, on est ravis de les avoir avec nous. Bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé. J'étais très touchée par votre cuisine partagée. Et donc, j'aimerais savoir à qui s'adresse et comment ça fonctionne. Alors, donc là, c'est si je veux raccourcir, on va dire que c'est une espèce de coworking culinaire qui a été créé par Armel Delage de United Kitchen. Donc il faut s'adresser à United Kitchen, mais je peux vous mettre en lien si vous voulez. Alors ça s'adresse à plusieurs publics. Le but finalement, parce que tous les centres éthiques vont avoir une thématique particulière, là en l'occurrence c'est la transition alimentaire. Et donc dans les cuisines, le but c'est de pouvoir éduquer à la fois, on peut avoir des chefs étoilés qui viennent apprendre à faire des recettes avec bien sûr des produits de saison, ça ils savent déjà faire, mais peut-être des farines d'insectes, peut-être des algues, peut-être voilà. Donc vraiment essayer d'innover pour aller vers la transition alimentaire. Donc à la fois avec des chefs, parfois faire venir des cantines, donc tout ce qui est Sodexo, etc. Pour pareil qu'ils arrivent à innover et prendre en compte le développement durable dans leurs propres activités. Mais aussi et surtout plein de porteurs de projets qui développent des nouveaux produits. On a une personne qui était en transition professionnelle, qui était un cadre dirigeant dans une boîte d'assurance, qui se lance à faire des bocaux à partir de produits glanés dans la forêt. On a beaucoup de food trucks à Paris qui viennent cuisiner justement, ça leur permet d'avoir des cuisines partagées. Voilà. Donc c'est très divers, mais United Kitchen en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, bonjour. Je voulais avoir l'adresse de France Tiers-Lieu, ou sur Internet. France-tiers-lieu.fr. Ouais, bon, je n'ai pas trouvé. Tout simplement, merci. Je vous donnerai une carte en sortant si vous voulez. Bonjour. Je voulais savoir quel était le profil des porteurs de projets qui s'adressaient à vous pour monter des tiers-lieux. Les porteurs de projets qui montent des tiers-lieux ? Exactement. Alors, c'est très varié. Donc, en effet, il y a à peu près 3-4 ans, on a commencé à développer une activité d'ingénierie conseil pour accompagner les porteurs de projets à monter leur tiers-lieu parce qu'on était très sollicités tout le temps, on n'avait jamais trop le temps de le faire. Donc voilà, on s'est dit on va être efficace, avoir un programme et une formation, tout ça qui marche bien. Donc on a à la fois des promoteurs qui viennent nous voir parce qu'ils ont un espace en plus ils aimeraient bien faire quelque chose un peu tiers-lieu, mais ils ne savent pas trop comment faire, donc ça, ok. On peut avoir des collectivités qui ont un vrai besoin, qui ont identifié un vrai besoin auprès de leurs associations, leur territoire. Et en effet, il y a les porteurs de projets, donc ça va... Alors, nous, souvent, ça va être des groupes d'associations qui ont vu un centre éthique quelque part et qui nous disent on veut la même chose chez nous. C'est souvent comme ça que ça démarre et qu'on arrive jusqu'au bout. Parce que des fois, on est approché par des porteurs de projets qui ont une idée, mais
qui n'ont pas encore derrière elles, finalement, les futurs utilisateurs qui sont le cœur du projet. Et donc là, on leur pose les bonnes questions pour qu'ils se posent les bonnes questions. Et généralement, on leur donne 6 mois pour qu'ils reviennent nous voir. Et malheureusement, là, il y a un énorme tri qui se fait là-dessus, quoi. Donc c'est très varié. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci Cécile. Voilà, donc je vais accueillir maintenant un jeune homme, Thomas Cotinet, qui est co-dirigeant de Liberté Living Lab. Alors c'est intéressant parce que on va voir à travers son parcours, il y a quelque chose, quand je regardais le site d'ailleurs de cette structure, hein, Liberté Living Lab, il y avait digitalisation, innovation, accélération, transformation, incubation. Waouh, enfin, on sent que ça en envoie. Et du coup, à travers son parcours, j'étais un peu rassuré, mais parce que je le connais en fait, donc ça ne me posait pas trop de problèmes. Mais puisqu'on voit beaucoup justement de ces lieux qui sont dans une espèce de course effrénée à l'innovation, où on va tendre de plus en plus vers la capacité à co-créer, à co-organiser sur des temps très courts, c'est tout ce qui est les hackathons, enfin tous ces éléments-là. Et moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que ça ne soit pas ancré en fait, dans une finalité partagée et surtout une finalité en fait, tournée autour des autres et d'une certaine humanité. Alors donc, tu as quand même un parcours étonnant puisque tu es haut fonctionnaire d'État, diplômé de l'ENA, et puis de Centrale Lille. Donc Thomas est un expert sur les questions économiques et d'innovation. Il est formateur à l'Institut de gestion publique et de développement économique et au CNAB, hein, c'est ça, et sur les enjeux d'innovation publique. Et depuis 1918, donc, il est l'un des dirigeants de Liberté Living Lab. Pardon, j'ai dit une bêtise ? Pas 1900. Non, 2018, pardon. 2018, il est l'un des dirigeants du Liberté Living Lab, qui est situé en plein Paris. En fait, cette structure se présente comme un nouveau temple de la tech. Alors il m'a dit, non, pas de la tech for good. Je lui dis quoi, la tech for good ? Non, la tech for good. Il va nous expliquer la différence entre la tech et la tech for good. Voilà, donc l'espace s'engage pour une innovation technologique, civique et sociale et entend poursuivre, accélérer le développement d'initiatives tech, data, intelligence artificielle en faveur du bien commun. Voilà, donc voilà comment d'abord ça se traduit spatialement, hein, tout ça. Et puis, c'est quoi la tech for good ? Oui, au Liberté Living Lab, tout d'abord déjà bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Nous accueillons plus de 200 personnes qui sont des talents de cette Tech for Good, qu'on pourrait en bon français appeler entrepreneuriat tech d'intérêt général. Donc ces 200 personnes, ce sont essentiellement des startups, mais pas uniquement, des acteurs publics, des chercheurs et des corporates, et donc qui ont toutes et tous pour point commun de porter des projets d'innovation qui vont servir des sujets d'intérêt général, donc essayer de relever des défis de politique publique ou des défis de société. Donc voilà, donc c'est l'innovation technologique au service de l'intérêt général, et c'est le créneau très spécifique sur lequel on est. Donc on a une matrice pour sélectionner les projets qu'on accueille. Les 3 critères, c'est ceux que j'ai énoncés, donc l'intérêt général, adressé au moyen d'un véritable état d'esprit entrepreneurial, et également d'une ambition en termes de rupture technologique, parce qu'on a cette vision que la technologie assez haut niveau peut permettre d'avoir un impact assez rapide. Donc concrètement, quelques exemples. Base Impact a développé une solution qui révolutionne l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il y a déjà plus de 200 000 chômeurs qui sont accompagnés. Learn Joy qui utilise la technologie pour aider les enfants autistes à suivre à l'école et former leurs professeurs. Lumio qui utilise là aussi l'intelligence artificielle pour lutter contre les erreurs de prescription médicamenteuse qui causent plus de 15 000 décès par an en France. Il y a également l'ICMITID qui s'adresse à un gros sujet, un des angles morts de la vie politique française, les fuites d'eau. Voilà, l'eau potable, presque 50% de l'eau potable en France est perdue, ce qui est un véritable scandale. Donc, qui là aussi élabore une solution à base d'électromagnétisme et d'intelligence artificielle. Donc voilà, sur toute une série de sujets, handicap, éducation, société, démocratie. Donc on accueille et on aide des acteurs qui vont aller relever ces défis. Donc ça, c'est
C'est la particularité de ce lieu, ce positionnement qui est renforcé par la présence sur place d'acteurs publics. Donc il y a l'équipe, l'agence de gouvernement French Impact qui est là, donc la directrice générale et l'ensemble de son équipe. On a également des chercheurs, notamment la chaire Innovation publique de l'ENA, Sciences Po, Polytechnique et l'ENSI, l'école de design, et puis quelques corporates, comme par exemple le Hub Innovation du groupe EDF, qui sont là. Et le tiers-lieu, il est inspirant parce que toutes ces personnes sont inspirantes, parce que tout est fait pour qu'elles se rencontrent, qu'elles collaborent, pour que des talents comme ceux de Gialgos, qui est une belle pépite de l'intelligence artificielle éthique française, puissent aider d'autres acteurs à intégrer des modules d'IA sur des sujets assez sensibles. Voilà, et donc le lieu a été conçu pour prototyper des nouvelles façons de travailler. Il accueille aussi bien des personnes qui vont vouloir disposer de leurs propres espaces que de personnes qui viendront tous les jours, mais en changeant chaque jour de lieu pour travailler. Et puis, il ne suffit pas de mettre toutes ces personnes, tous ces talents, les uns à côté des autres pour humaniser le progrès et sortir de nouvelles solutions. Il y a toute une animation qui est faite à base, notamment nous, on travaille beaucoup sur le peer-to-peer learning, enfin les échanges de compétences de pair à pair au sein de l'écosystème. Si quelqu'un est expert en automatisation des tâches, il apprend à tout le monde. Si quelqu'un est expert en mesure d'impact positif dans le champ environnemental, il va aussi donner un cours à tout le monde. Voilà. Et donc ça, c'est la dimension du Liberty Living Lab qui est la plus connue. C'est notre plus bel actif, cet écosystème Tech for Good, mais c'est moins de 10% de notre activité. Que se passe-t-il dans ce tiers-lieu inspirant ? On est une équipe d'une 20aine de salariés et nous-mêmes, on a nos propres projets. Et voilà, on accompagne des grands acteurs publics ou privés dans la transformation de l'organisation et dans leur innovation, notamment pour trouver des solutions à impact positif, social ou environnemental. Et on le fait de façon diverse et variée, mais d'une façon qui va nous amener à les accueillir et à les loger dans le même écosystème, à les mélanger. Alors temporairement ou pas, parfois c'est sur de longue durée, par exemple des intrapreneurs du public, de ministères ou de grands groupes vont venir pendant quasiment une année pour accélérer leur projet. Et puis parfois, ce seraient des personnes qui viendront quelques journées étalées sur une année. Donc, par exemple, je vais vous citer des missions du moment où le tiers-lieu et son offre de service sont mobilisés. Nous aidons l'établissement français du sang. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France se retrouve très souvent en crise. Elle s'approche du seuil de la semaine de stock de sang. Et donc, on aide l'EFS à moderniser la collecte mobile. Donc, ils sont 10 000. Sur les 10 000, il y en a 3 500 qui sont sur cette collecte mobile. Donc, ces camions qui vont devant pour essayer d'augmenter l'impact de cette collecte, l'améliorer. C'est travailler avec le ministère de l'Intérieur pour améliorer et faciliter l'intervention des pompiers grâce à la data. C'est faire la modernisation du service public français du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Donc là, on ne parle pas de recrutement, mais de maintien dans l'emploi. Des centaines de milliers de personnes qui sont salariées en place et qui deviennent handicapées. Et il y a tout un service qui existe, qu'il s'agit de moderniser pour rendre encore plus efficace cette action-là. Voilà. Donc c'est les deux facettes du Liberty Living Lab, de ce tiers-lieu. D'un côté, un écosystème, accueillir moi, je les appelle des nouveaux entrants de l'intérêt général, des gens qui se lèvent un matin et qui se disent moi aussi, je vais m'attaquer au sujet du chômage, ce qui est assez incroyable. Et puis de l'autre, une équipe d'experts qui, dans ce tiers-lieu, accompagne des grands acteurs publics et privés dans leur transformation, notamment pour le corporate, tendre vers l'entreprise à mission et pour les services publics pour relever ces gros défis de politique publique. Merci. Voilà, vous avez quelques questions. C'est très dense, hein. Madame. Est-ce que tu as un programme pour réduire la part du numérique, l'impact. Alors nous, on n'a pas développé un programme spécifique. En revanche, le sujet, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'une grosse partie des solutions qu'on développe ont une dimension digitale. Alors nous-mêmes, on lutte contre le piège du solutionnisme technologique. On a certes une équipe qui produit en interne de la blockchain, de la data, de l'IA, mais on ne fait surtout pas une mise en avant de ces produits-là. Le point de départ, c'est le défi de société. Et après, si ça fait sens, on va sur ce champ technologique. Et donc là, c'est à l'intérieur spécifiquement de chacun des sujets que la dimension environnementale rentre.
On le fait aussi également parce qu'on travaille, une des majeures sur lesquelles on est positionné, c'est l'achat public innovant. Parce que tous ces défis de société que j'ai évoqués, à un moment donné, pour qu'ils se déploient en France, il faut que les acteurs publics achètent tout ça. Donc il faut savoir jongler et innover avec les règles européennes de commande publique. Et à l'intérieur en fait, de ces investissements publics, il y a souvent cette dimension-là qui est prise en compte. Donc nous, on est plutôt à faciliter le recours par les gens qu'on aide à des solutions plus vertueuses en matière environnementale pour l'impact du numérique. On n'a pas nous-mêmes notre propre solution là-dessus. Mais c'est devenu, depuis 3-4 ans, c'est un enjeu énorme. Il est enfin sorti dans le débat public, il était temps. Et pour de vrai, je ne pense pas qu'il y ait réellement les solutions. On vit une vraie injonction contradictoire, être d'un côté des promesses incroyables apportées par le digital et le numérique pour créer du lien social, pour relever des gros défis environnementaux, sociaux, et de l'autre, une vraie difficulté parce que la solution n'a pas été trouvée. Voilà. Oui, j'espère qu'on ne se retrouvera pas comme le problème du plastique qui envahit nos océans, avec un cloud qui ont complètement saturé d'éléments qu'on est en train de stocker, on ne sait pas où, mais en tout cas qui ont une trace et qui ont un impact fort environnemental. Donc on compte sur les équipes. Bonjour. Le lieu est où et il ressemble à quoi? Vous pouvez nous le décrire? Alors nous sommes situés en plein cœur du Sentier, rue d'Alexandrie et rue du Cœur. En fait, ce sont deux lieux, le prototype, qui sont juste à côté l'un de l'autre, 500 mètres carrés, et le lieu principal, qui était un ancien atelier textile qui a été complètement refait sur 7 niveaux. Donc c'est un espace assez original, avec une salle de cinéma en sous-sol, des lieux d'accueil pour pouvoir faire des séminaires. C'est une sorte de mini The Camp, mais en milieu urbain, et qui est issu d'une restructuration d'une sorte de friche industrielle, d'atelier textile. Et dans les étages, il y a un étage qui est dédié à des ateliers de créativité, avec là des architectes qui sont intervenus pour designer l'ensemble de ces salles et le cheminement pour que ça soit le plus propice à l'intelligence collaborative, pour que les personnes qui viennent y vivent une expérience et pour accélérer l'idéation. Et dans les étages, ce sont ces résidents que j'ai évoqués, start-upers, grands groupes, chercheurs, acteurs publics, et qui occupent ces espaces-là avec soit une occupation un peu traditionnelle où je viens tous les jours au même endroit, soit une occupation qui est un petit peu plus originale où chaque jour je décide à côté de qui je vais travailler, où je me mets. Et bien évidemment, il y a un accès à des ateliers de prototypage, des salles de réunion. L'ensemble de ces espaces-là, ça fait 2000 mètres carrés. Et c'est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé. Je pensais que c'était un peu gadget, cette histoire du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que moi, donc juste avant d'arriver, j'étais haut fonctionnaire au Trésor. Je m'occupais de la stratégie économique française. Et en réalité, c'est décisif. L'ensemble des hackathons, des datacons qui mobilisent la participation des citoyens, la plupart ont lieu le week-end. Donc les week-ends sont très chargés. Il y a bien évidemment toute une série d'événementiels qui ont lieu en soirée pour partager, parce qu'on a pour principe de partager ce qu'on fait avec nos clients et nos partenaires. Ça donne lieu à toute une programmation qui est gratuite, ouverte à toutes et à tous, pour diffuser la connaissance sur tout ce qu'on fait. Et puis, il y a le télétravail et puis une relation aux horaires de travail qui fait que l'amplitude horaire des 24 heures, elle est en grande partie utilisée aussi. Donc voilà, ce sont deux lieux en plein cœur du Sentier. Et vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en savoir plus sur le Liberté Living Lab. Merci. Une dernière question ici. Oui. Donc, je voulais savoir quel était le processus pour être accompagné et intégré en tant que porteur de projet le Liberté Living Lab. Alors, on a deux portes d'entrée. Donc, tout ce que je vous ai décrit, c'est porté par une entreprise qui fonctionne, un modèle économique sur de la vente. On n'a pas de subvention, donc on vend à des acteurs publics et privés. Donc là, on est plutôt sur cette partie-là, on va aller rechercher des briques de compétences dont on estime qu'elles manquent à l'écosystème. Par exemple, l'an dernier, on a rentré une belle boîte de réalité virtuelle dédiée à l'apprentissage parce qu'on estimait qu'elle pouvait apporter beaucoup à l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'est une première logique d'intégration. Aller au-devant, aller chercher des acteurs qu'on estime être très intéressants pour tout le monde, pour le collectif. Et il y a une autre porte d'entrée à côté. On a aussi une association qui porte le même nom, et dans lequel on a logé toute l'activité philanthropique du Liberté Living Lab. Et là, tous les semestres, on sélectionne 4 nouvelles startups, cette fois-ci avec une logique d'appel à projet très sélectif, où notre ambition, c'est de trouver des entrepreneuses, des entrepreneurs qui sortent des sentiers battus,
qui ne soient pas que des jeunes mâles blancs qui ont fait HEC ou Polytechnique, enfin, je caricature un petit peu, donc des femmes, des étrangers, des gens du quartier, des gens qui ont des parcours originaux. Et ça, on le fait en partenariat avec les fondations EDF et Edmond de Rothschild, avec comme priorité, donc là, il y a un appel à projet qui est en cours, si vous êtes intéressés. Les grands axes, c'est la santé, l'éducation et l'environnement, en ce moment. Et donc là, tous les semestres, il y a 4 nouvelles startups qui rentrent, et qui sont bichonnées pendant 1 an parce qu'elles ne payent strictement rien et elles ont accès à un programme individualisé. Donc nous, on n'est pas dans des logiques de promotion. Quand on arrive à trouver des experts de haut niveau sur certains sujets, ils sont mis à disposition de façon individuelle aux startups, aux projets qu'on accueille. Voilà. Donc ça, c'est la porte d'entrée d'un côté association. Le programme s'appelle Techné. Et puis à côté, au fil de l'eau, donc on rencontre, on découvre des startups à différents stades. Et puis quand ça matche bien et quand on se dit que ça peut apporter quelque chose de décisif à l'ensemble de l'écosystème, parce que vous l'avez compris, ce qui fait la réussite de ces tiers-lieux, c'est les interactions qu'ont réellement les personnes entre elles. Dans ces cas-là, on leur propose de venir. Voilà. Une dernière question. Oui, bonjour. Je me posais la question, vous hébergez essentiellement des startups. Est-ce qu'il arrive que des entreprises qui soient existantes viennent rejoindre finalement ces tiers-lieux ? Oui, complètement. Alors, je suis passé un petit peu vite. Les startups, c'est 2/3 des résidents. Donc, on a des groupes qui sont là, des entreprises plus structurées. En ce moment, Bayard, Valeo, EDF, la Société Générale. Donc oui, ça, on le fait régulièrement. Et on est de façon plus ponctuelle aussi. Donc eux, ils sont là tout le temps. Mais on est complètement ouvert et on a fait des programmes d'accompagnement pour des grosses PME, des grands acteurs qui vont venir et qu'on va accueillir. Donc on n'est pas que start-up, originalité de Liberté Living Lab. Il y a des acteurs publics puisqu'on est sur ce sujet d'intérêt général. Il y a des chercheurs parce qu'on a des ambitions très fortes, notamment en matière d'innovation dans le modèle économique. Parce que l'ensemble de ces solutions-là, le pari, c'est qu'elles soient consommées, réellement utilisées. On n'est pas dans une logique où on peut se contenter pour elles de subventions, de visibilité dans les médias. Il faut que des gens achètent ces solutions-là. Donc, on travaille beaucoup avec les chercheurs là-dessus. Et pour nous, les groupes, les ETI, les PME, ils ont leur place. Donc, voilà. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont présents. Merci Thomas. Merci. Voilà, on était dans l'accélération, on était dans la stimulation. On va maintenant avoir comme témoin donc Alexa Noyon, qui va nous présenter, qui est la directrice générale de la Chartreuse de Neuville. Moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur en fait quand j'ai regardé un peu ce lieu-là, ce qui est proposé à l'intérieur de ce lieu-là. Et puis aussi, c'est étonnant, c'est toujours, c'est parce que ça m'intéresse, mais les parcours en fait qui amènent finalement aux grandes histoires. Donc Alexia en fait est diplômée de l'ESCA. Donc elle a obtenu un premier poste chez Manpower. Jusque-là, voilà, tout va bien, ça roule. Et puis, en fait, elle s'engage bénévolement à El Alto de la Paz dans le cadre du programme de réinsertion des enfants travailleurs de la rue de l'ONG en Bolivie. C'est ça. Donc je pense qu'il se passe des choses à ce moment-là. Elle fut ensuite engagée dans la communication et la logistique au ministère de l'Environnement pour la conférence internationale des ONG. Racines de l'avenir, en 1991, en fait, pour préparer le sommet de la planète de Terre à Rio. Donc c'était à ce moment-là. Puis successivement, chargée de mission stagiaire à la Commission européenne de Bruxelles, dans le cadre des relations Nord-Sud, directrice des programmes de l'hôpital Sans Frontières à Paris. Après les expériences humanitaires, elle rejoint l'Éducation nationale en tant que conseillère principale d'éducation. Et puis, voilà, en 2001-2007, elle crée avec son conjoint la brasserie artisanale des Deux Caps, dont elle est alors co-assurée. Elle a co-assuré le développement et le marketing. Et puis en 2008, elle est la directrice générale de l'association La Chartreuse de Neuville, dont l'objet est de faire de ce site patrimonial exceptionnel un centre culturel de rencontres dédié au dialogue et à l'innovation pour une société plus humaine. Alors, on discutait tous les deux, effectivement. Je me disais, mais comment arriver dans un milieu effectivement rural comme ça à attirer et comme ça à développer un centre
pour avoir une durée, une lisibilité dans le temps, quoi. Je veux dire que c'est un lieu extraordinaire, c'est du patrimoine. Et effectivement, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que comment le patrimoine historique qu'on a d'ailleurs en France, qui est assez extraordinaire, qui sont parfois des grosses bâtisses, alors qu'elles soient effectivement des abbayes ou d'autres, liées à l'armée, liées à toute notre histoire, comment aujourd'hui on en fait des lieux à la fois inspirants, tels qu'ils ont été. Et puisque ça a été notamment une Chartreuse, ça a été quand même dans notre pays, on a été quand même les Chartreuses, mais au-delà de ça, les abbayes ont été des aménageurs de notre pays à certains moments. Il y a eu une dynamique. Après, il y en a eu d'autres. Et puis, ce patrimoine, qu'est-ce qu'on en fait et comment retrouver finalement le fond de ces lieux-là inspirants et en créer une véritable aventure. Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne donc la Chartreuse de Neuville, on est situé dans le Pas-de-Calais, vraiment au milieu rural, avec 18 000 m² de bâti dans 12 hectares clos de murs, et donc un lieu qui était en dernière vocation un hospice asile psychiatrique, qui s'est dégradé parce que quasiment à l'abandon pendant une trentaine d'années, le temps que le lieu se vide, il n'était pas du tout aux normes, et ça s'est retrouvé à l'abandon au début des années 2000. À un moment charnière pour les grands patrimoines dans les territoires ruraux, parce que les deux modèles qui préexistaient pendant tout le XXe siècle, en fait, ne sont plus viables. Donc les deux grands modèles principaux pour les grands patrimoines en territoire rural, c'était soit une hôtellerie, et en général de luxe, parce que le montant des travaux dans un monument historique, on parle clos couvert, hein, là, il y a encore, d'ailleurs on est en cours de restauration, mais il y a encore la mérule, du champignon, ça pleut un peu partout, etc. Donc tous les travaux de restauration clos couvert plus aménagement sont tellement importants qui nécessitent un modèle économique avec une clientèle de luxe en face. Or aujourd'hui, à plus de 20 minutes des métropoles, il n'y a plus de marché pour ce type d'hôtellerie. Le deuxième modèle, c'était racheté par une collectivité territoriale ou l'État, 100% des travaux de réhabilitation par des subventions publiques et entre 60 à 90% du modèle économique, en général un projet culturel, éventuellement avec un peu d'hôtellerie, financé par des subventions publiques. Et ce modèle-là, déjà au début des années 2000, vous imaginez bien que les acteurs du territoire avaient envie d'en faire quelque chose, mais tout le monde se regardait en disant « il faut faire quelque chose, mais surtout pas moi ». Donc, au final, on est parti d'une rencontre. On ne se connaissait pas au départ, sauf moi, avec le premier président de l'association, mais sinon aussi, c'était un architecte et quelqu'un spécialisé dans des montages immobiliers. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce lieu magique. On a commencé à réfléchir et on expérimente parce que ça n'a pas été évident depuis 2008. Et là, on commence à sortir véritablement, puisqu'on a bien engagé les travaux depuis 2016, mais un nouveau modèle pour faire revivre ces grands patrimoines dans les territoires et peut-être leur redonner finalement beaucoup plus d'impact qu'ils n'ont eu dans le XXe siècle, où soit c'était un impact purement économique ou purement culturel et un petit peu économique, alors que là, finalement, on renoue effectivement avec le rôle des abbayes au Moyen-Âge, qui était un peu d'être des phares d'innovation, de partage de savoir et d'innovation dans les territoires, et qui bien souvent avaient un impact économique, social, éducatif et culturel, mais en tout cas qui étaient vraiment des phares de rayonnement dans les territoires. Et moi, je suis originaire plutôt de la métropole lilloise, mais ça fait 18 ans qu'on habite donc dans le Pas-de-Calais, que j'ai élevé 3 enfants, et je trouve qu'il y a une fracture territoriale criante et qu'on a absolument besoin, non pas toujours de créer des antennes de ce qui se passe dans les métropoles, parce que c'est encore dire aux gens, vous n'êtes pas capables d'eux. Or, il y a beaucoup de notions de mésestime de soi et de manque de confiance en soi. On a absolument besoin de refaire des grands projets qui partent des territoires et au travers de ces grands patrimoines, c'est probablement une des solutions. Donc voilà ce qui nous a guidés, j'allais dire. Et puis après, la deuxième chose, donc on a monté tout un montage économique avec, je ne vais pas partir dans le détail, mais qui associe, donc qui est parti de personnes vraiment basiques au départ, rejointe ensuite par des partenaires entreprises locales, régionales, mécènes, rejointe ensuite par des investisseurs privés en défiscalisation monuments historiques qui vont investir donc sur la partie hôtelière qui va devenir hôtelière du site, mais qui se sont engagés à recéder sans plus-value leurs biens au terme de leur engagement au bout de 15 ans, et puis rejoint enfin par les partenaires publics. Alors ça a été très compliqué au départ avec les partenaires publics, même si maintenant ce sont vraiment nos alliés et ils sont dans notre conseil d'administration. Il faut se dire qu'on était en 2008, donc la notion de terre-lieu n'existait même pas, et qu'on était en territoire rural et qu'on leur disait, voilà, on va faire un nouveau modèle économique sur un bâtiment avec 33 millions d'euros d'investissement, et en plus, on va y mettre dedans une mission qui est une mission d'innovation sociétale,
ce qui maintenant est assez courant, mais n'existait absolument pas. Et pour vous dire aussi, donc vers, je crois que c'est 2010, donc on avait lancé 2012, on avait lancé notre incubateur. On me disait, tu peux pas parler d'incubateur à la Chartreuse parce que c'est une partie de notre activité. C'est trop banal quand j'allais sur Paris ou Lille. Et puis, dans la Voix du Nord locale, on a eu un grand titre, un incuba quoi, encore quelque chose de fumeux à la Chartreuse de Neuville. Donc il y a aussi tout ça à gérer entre les deux. Donc je pense aussi que de notre faute, on était peut-être un peu trop précurseurs à la fois sur le modèle et sur le contenu, à la décharge des partenaires publics. Aujourd'hui, ce qui est assez, c'est ce que je disais Thierry tout à l'heure, ce qui est assez aussi pour moi, vous avez vu dans mon parcours, j'ai un parcours à la fois public, privé, associatif. Et j'ai toujours regretté qu'il y ait de la défiance entre ces mondes, puisque ces mondes sont faits de personnes. Et donc, je suis vraiment heureuse qu'au bout de 11 ans maintenant, au sein de notre conseil d'administration, où il y a 7 administrateurs publics sur 22, eh bien, finalement, tout le monde arrive à la Chartreuse, enlève sa casquette, et pourtant, il y a des bords très différents, et œuvre pour le bien du projet. Donc ça, c'est sur la partie montage. Et sur la partie contenu, ce qui était important pour nous, finalement, vous parliez que c'était souvent les lieux, c'était des personnes inspirantes. Moi, je dirais plutôt que c'est la rencontre entre un lieu, son histoire et des personnes. En tout cas, pour nous, ça a été ça. Et je pense qu'une des forces du projet, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est que le contenu qu'on met dedans est directement inspiré de l'histoire du lieu. Si vous allez voir sur notre site internet, donc c'est une histoire qui est à la fois monastique, artistique, puisqu'il y avait un phalanstère d'artistes entre 1908 et 1912, et puis aussi hospitalière, et notamment la dernière phase de l'histoire, un hospice asile-psychiatrique au fonctionnement atypique, où même les personnes les plus fragilisées et qui étaient hébergés sur place, contribuaient au fonctionnement du lieu et étaient rémunérés pour. C'était totalement hors norme, mais ça fonctionnait super bien. Et ça donnait une place aux personnes. Et finalement, ça a rejoint des valeurs, des personnes qui avaient des valeurs, et on en a fait un lieu où notre raison d'être, c'est d'œuvrer à une société à la fois plus inclusive et porteuse d'avenir, et permettre à chacun d'y entreprendre et d'y trouver sa place. Alors ça se passe comment au quotidien ? Évidemment, on a toute une part du projet qui ressemble à un monument historique classique, c'est-à-dire qu'il y a des visites, il y a un atelier et un service éducatif auprès des enfants, pédagogique, il y a une programmation culturelle, mais tout ça, c'est directement en résidence avec notre objet, puisque quand on fait visiter la Chartreuse et qu'on raconte son histoire, on est déjà en train de parler de notre mission, au travers de notre service éducatif aussi, ce qui est extrêmement important en milieu rural parce que la fracture culturelle est énorme. Je pense aujourd'hui qu'un enfant en milieu, dans une banlieue en milieu défavorisé, et je connais, j'ai été CPE avec des élèves de trappe, a aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités de s'en sortir qu'un enfant en milieu rural défavorisé parce qu'il a un accès à la culture beaucoup plus important. Et puis après, derrière, il y a aussi la question... Donc nous, comment on fonctionne ? Chaque année, on choisit une thématique annuelle. Donc je vais vous prendre un exemple pour que ce soit concret pour vous. Par exemple, l'année dernière, c'était entreprendre, s'entreprendre, ouvrir le monde. Et on a une série d'activités toute l'année qui permettent de travailler ça. Donc que ce soit des débats très locaux, que ce soit nos rencontres annuelles qui sont plutôt d'envergure nationale, voire euro-région, avec des intervenants internationaux, mais auxquels à nos rencontres sont conviés des dirigeants qui viennent... comme je vous dis, à peu près l'Euro-Région, enfin, plutôt nord de Paris, et commencer Euro-Région, mais aussi 200 jeunes du territoire qui participent à ces rencontres et qui les préparent en amont. Et puis également, on a toute la partie donc partage de connaissances, ouverture aussi, par exemple, on a les Cinétoiles au mois d'août qui vont être, donc c'est un événement cinématographique, festival de cinéma, documentaire, mais qui va être directement relié à notre thématique. Et c'est super intéressant parce que cette année, on a par exemple projeté les temps modernes de Charlie Chaplin dans la cour d'honneur le soir, mais avant, il y avait des documentaires sur le regard face à l'échec entrepreneurial. Et donc des gens de tout public qui ont finalement découvert aussi cet angle-là, et c'était passionnant. Et puis après, on va avoir un incubateur. Donc on incube soit des projets qui sont sur place expérimentés, soit qui existent ailleurs dans le territoire. On incube en ce moment une formation innovante pour des artistes classiques et de jazz portés par quelqu'un de Bruxelles, mais on incube aussi un projet très local. Pour peu que... Alors nous, on incube des projets qui sont forcément entrepreneuriaux, hybrides, c'est-à-dire qui nécessitent un partenariat public-privé et ou associatif, et qui répondent à des enjeux de croissance inclusive. Et derrière, alors pour vous donner, par exemple, sur l'entrepreneuriat, ça a pu donner aussi un accueil d'une résidence d'artistes, des artistes qui vont... Donc le spectacle va avoir lieu cet été, ils sont venus en résidence l'année dernière, c'est ce qu'on voit là.
Ils avaient commencé, ça c'était une de leur partie de leur écriture, de leur résidence de création, qui raconte, on était sur le thème de l'entrepreneuriat, l'histoire de Simone Prouvé, la fille de Jean Prouvé, grand designer industriel, qui elle était en échec scolaire total, dyslexique, 1000 problèmes, et qui finalement, à un moment donné, un enseignant avait repéré qu'elle dessinait super bien, et elle a réussi à partir dans le tissage. Et à cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas forcément, mais il s'est trouvé qu'elle était devenue veuve, et elle a donc entrepris et elle a créé une magnifique entreprise autour du tissage et ensuite du tissage et du design industriel. Et donc, évidemment, il y a des temps de médiation. Cette résidence d'artistes va produire un spectacle qui va être proposé cette année. Et puis, je vais terminer avec un autre exemple. C'est sur la question, c'est toujours par rapport à entreprendre, s'entreprendre, ouvrir le monde. Aujourd'hui, on sait très bien que les compétences de demain et la nécessité pour les entreprises, c'est la question de la posture et des savoir-être. Et donc, ça a donné lieu à la création et à l'expérimentation d'une formation de savoir-être auprès de jeunes très défavorisés, qui a super bien fonctionné, parce que des fois on se plante, mais là ça a super bien fonctionné, et qui va maintenant pouvoir commencer à s'étendre. Et on a été contacté par l'agence du service civique, par différentes structures qui nous disent mais c'est super intéressant cette formation. Donc, voilà un petit peu, c'est très court pour moi, de 5 minutes, mais ça vous donne un petit peu un panorama. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, alors le lieu est toujours pas... En fait, il y a de l'électricité et du chauffage que dans nos bureaux. Le reste, on déroule des câbles, etc. On demande des autorisations. Mais en cours de restauration, on est un des plus grands chantiers monuments historiques en ce moment en France. Et on accueille maintenant 17 000 personnes par an, et dont, on va dire, 13 000 qui viennent visiter le site et 4 000 qui, finalement, répondent à toutes les activités que je vous ai présentées. Et on accueille aussi pas mal d'entreprises. C'est un lieu, on l'a pas mal dit aujourd'hui, mais je pense que c'est important qu'il soit on organise des rencontres, soit les rencontres sont improbables et elles sont extrêmement fructueuses. Je terminerai juste par un petit exemple, parce que ça m'a marqué. Là, récemment, c'était à l'automne. Le même jour, il y avait donc un codir d'une grande entreprise qui était venue à la Chartreuse, une entreprise parisienne qui voulait s'isoler 2 jours. Il y avait des artistes iraniens qui étaient en résidence et qui travaillaient autour d'un projet sur la migration culturelle, pas la migration géographique, mais quand on change d'état, de situation, comment on migre culturellement dans sa tête. Et puis des jeunes dans les jardins, et dont un jeune d'un IME qui était en stage chez nous, de Quentin, 17 ans. On a proposé que tout le monde déjeune ensemble. Et finalement, le DAF s'est retrouvé à côté du jeune Quentin. Ça a été super riche pour lui, il était bouleversé. C'était un jeune en IME, mais en IME, c'est souvent des jeunes qui sont en famille d'accueil, etc. L'Iranien, donc le couple, les 2 Iraniens, il y en a un qui était perse, qui a raconté en perse tout le cheminement de sa résidence artistique, et le Quentin qui avait les yeux grands ouverts. Et puis, l'autre personne qui parlait bien français a traduit. Et le soir, le patron de l'entreprise m'a dit vraiment merci pour ce déjeuner, parce que l'après-midi, mon travail sur ma vision et ma stratégie n'aurait jamais été aussi fort s'il n'y avait pas eu ce temps le midi. Donc, je pense que c'est ce qu'on a pas mal relevé, c'est les questions des rencontres improbables. Merci. Merci. Alors, il y a une chose, c'est qu'en fait, elle a mangé tout son temps de parole et qu'on commence à prendre pas mal de retard. Et donc, je pense que je vais créer de la frustration parce qu'il ne va pas pouvoir y avoir de questions. Sauf s'il y en avait une vraiment... allez, une seule. Oui, bonjour. D'ailleurs, moi, c'est une question un peu plus globale. On a vu que finalement, le succès des tiers-lieux, c'est quand même déjà le temps long jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent, l'écosystème des acteurs... et financeurs également, la personnalité de l'animateur et du créateur. J'aimerais avoir un peu votre avis sur cette explosion un petit peu des tiers-lieux, parce que là on a vu des exemples un peu phares, et voilà. Mais quid de tous ces tout petits tiers-lieux qui essaiment un peu partout et dont le modèle économique est souvent très difficile, alors qu'on voit qu'il y a un positionnement, le positionnement est très important à trouver pour créer justement cette rencontre et cette alchimie des choses, ainsi que l'espace physique et dans la nature ou autre. Donc voilà, quel est votre avis face à l'explosion de ces lieux, et comment mieux les aider justement finalement peut-être à exister, parce que voilà. Alors, le modèle économique est aussi compliqué pour les plus grands que pour les plus petits. Je pense qu'il y a une vraie question là-dessus. Alors, je ne suis pas une spécialiste des tiers-lieux, parce que j'ai déjà assez à faire avec la Chartreuse, donc il y avait une personne qui pourrait peut-être mieux vous renseigner après. Moi, en tout cas, mon intuition, et je faisais partie du jury Réinventer le patrimoine qui est en train d'identifier 10 lieux, et mon regret, c'est que dans beaucoup des projets qui étaient proposés, il y avait des contenus qui étaient plaqués.
Et je pense qu'il faut faire attention, surtout dans tes territoires. Alors, c'est probablement différent en ville, etc., mais en grande ville. Mais dans les territoires ruraux qui nécessitent, comme le disait tout à l'heure Catherine, un temps d'approche, un vrai effort, il faut qu'il y ait un positionnement et un contenu fort. Et ce contenu, il doit être enraciné dans le territoire et dans l'histoire du lieu. Soit dans l'histoire du lieu, soit dans l'histoire de son territoire. En tout cas, avoir une vraie pertinence et une vraie différenciation. Parce que sinon, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de projets qui étaient présentés en disant bon, alors, dedans, on va faire un tiers-lieu, on va faire un incubateur, on va faire un Fab Lab. OK, mais si tout le monde se met à faire ça, je ne vois pas pourquoi on irait au fin fond de la Corrèze ou au fin fond du Pas-de-Calais pour y venir. Or, il faut y faire venir des gens. Donc, je pense que c'est vraiment important de réfléchir, d'une part, à l'ancrage, à la pertinence du contenu, et ensuite de mailler le territoire, de mailler les personnes pour que ça ne soit pas un ovni. Ça, c'était un travail de longue haleine à la Chartreuse, c'est vraiment d'associer les personnes du territoire. Merci. On va finir parce que ça va être... sinon, on va sortir très tard. Écoute, je te remercie. Et puis, n'hésitez pas justement après à aller interpeller personnellement tous les intervenants. Voilà, donc on va terminer par notre dernière pitcheuse, si ça se dit. Voilà, Catherine Bertillet, qui... installe-toi. Voilà, qui est fondatrice de Chamengo et la Villa Chamengo. J'ai découvert en fait moi hier en fait vraiment ce que c'était. J'avoue j'ai été séduit, c'est un peu un coup de cœur comme ça. En fait c'est quelque chose qui fait du bien. Alors elle a un parcours, hein, elle était grande reporter donc dans toutes les grandes chaînes de télévision sur les émissions qu'on a pu voir. Enfin vous connaissez tous la télévision. Après elle a dénoncé pendant 20 ans ceux qui détruisent le monde dans les enquêtes d'investigation. Donc Catherine décide en 2008 de mettre ses compétences et son large réseau de contacts en France et à l'étranger au profit de ceux qui construisent le monde de demain. C'est ainsi que l'association Chamengo voit le jour en octobre 2011. Alors il y a une petite vidéo qui va vous présenter en fait ce que c'est. Et puis après, moi ce qui m'intéresse, c'est justement quelqu'un comme ça qui quitte son métier, qui va le faire d'une autre manière, et notamment par le biais de l'information. Qu'est-ce que ça a, du coup, engendré comme fruit, cette information différente qui est donnée ? Merci Thierry, merci à toutes et à tous d'être là. C'est très agréable, évidemment, de revoir des personnes qu'on connaît, notamment tous ceux et toutes celles qui ont parlé de ces tiers-lieux, parce que je pense que c'est très important d'échanger. Moi, pour reprendre mon histoire, parce qu'effectivement, je suis grand reporter, j'ai travaillé pendant 20 ans à la télévision et je ne sais pas faire grand-chose, mais j'essaye modestement de raconter des histoires. Alors, je vais vous raconter un peu la mienne. Effectivement, j'ai fait beaucoup d'investigations. J'ai beaucoup pointé du doigt ce qui n'allait pas dans la société et un jour, je me suis dit, mais finalement, je passe mon temps à donner la parole à ceux qui détruisent le monde et j'ai eu envie de la donner à ceux qui construisent le monde de demain et c'est comme ça qu'est née l'association Chamengo. Comment, effectivement, on peut changer nos modes de vie en nous inspirant déjà de toutes les solutions qui existent. Je suis partie du constat, en fait, que nos aspirations qu'on partage, je pense, majoritairement dans cette salle, elles sont partagées par finalement des millions de personnes dans le monde. Et donc, essayons de tisser des ponts pour ne pas réinventer la roue et déjà répertorier un peu toutes ces innovations qui vont nous permettre demain de vivre différemment. Donc, moi, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire le tour du monde pour effectivement aller à la rencontre de ces innovateurs que dans mon jargon, j'ai appelé des pionniers Chamengo, en faire des portraits vidéo qui sont à la fois diffusés sur nos réseaux sociaux auprès de partenaires médias comme TV5 Monde qui diffusent quotidiennement ces portraits. Et puis au moment de la COP 21, je me suis dit c'est bien d'être justement présent virtuellement quelque part et on en a bien parlé ce matin. Je pense que c'est essentiel aussi de se rencontrer réellement
comme ici, grâce à Jacques et Mylène, et dans plein de tiers-lieux. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de construire donc une villa Chamengo, qui est un endroit donc, qui fait plein de choses, mais qui notamment rassemble sous un même toit toutes les innovations donc vertes, sociales et sociétales que j'ai pu voir et que je continue à voir dans le monde entier, que ce soit au bout de la rue ou effectivement à l'autre bout du monde. Et puis sur donc ce projet qui a été lancé au moment de la COP21 au Bourget, on avait un lieu pour présenter ça sur le lieu des négociations au Bourget, Bordeaux. Alors le lieu le concept de la villa a été incubé tout à l'heure. Elisa en a parlé au Canot à Paris, parce que moi je suis parisienne. Mais quand Bordeaux Métropole a eu vent de ce projet, notamment Stéphane Defaille à la tête d'un établissement public d'aménagement, il m'a dit cette idée est géniale. Moi j'aimerais bien que la première villa Chamengo voit le jour à Bordeaux. Et c'est comme ça que donc depuis la COP21, donc 2015. On travaille avec plein de partenaires sur place pour effectivement commencer à construire cette villa. Donc ceux qui connaissent Bordeaux, on va regarder, je vais commenter la petite vidéo. On est au centre de Bordeaux avec le pont de Pierre qui symbolise l'ultra-centre-ville. Et donc Bordeaux Métropole nous a mis à disposition pour 5 ans ce terrain-là qui se trouve donc à 150 mètres du pont de Pierre. Donc c'est 1600 mètres carrés qui nous est mis à disposition pour 5 ans pour construire donc la villa Chamengo. Alors comme c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est très difficile de donner une définition de la villa Chamengo. C'est une maison. Donc, comme vous le voyez, c'est une maison particulière. On l'a appelée la villa en référence à la Villa Médicis, qui va être éco-construite avec plus de 150 innovations vertes, sociales et digitales et sociétales en provenance du monde entier. Et cette innovation, c'est pas que la voir, c'est pour expérimenter donc un nouvel art de vivre. Et donc là, je fais la paraphrase. Ce nouvel art de vivre, donc on peut le résumer en 4 points cardinaux: prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète et s'engager pour les autres. Donc ce lieu de vie, en fait, c'est pas un lieu, on va dire, pour accueillir des startups, des porteurs de projets et faire du co-living ou du co ce que vous voulez. De partage de bureaux, on va dire, du coworking. C'est vraiment donc construire donc un lieu de vie. Alors d'abord avec la population. Donc les travaux ont démarré en octobre dernier. Donc là on a commencé, il y a quelques photos. J'aurais voulu vous montrer quelques vidéos parce que on fait pas mal de vidéos. Là c'est la construction de la base vie en palettes recyclées. C'était assez génial de faire en 12 heures top chrono, de monter donc avec ces palettes recyclées la base vie. Là, on prépare donc les fondations pour la serre, parce qu'on a fait beaucoup d'ateliers design thinking. Et ce que les gens voulaient, c'était vivre au centre-ville dans un jardin urbain. Et donc là, vous voyez, en fait, c'est une technique qui est remise au goût du jour. Pour nous, l'innovation, c'est pas que de la high-tech. Ça peut être de la high-tech, certainement, mais aussi de la low-tech. Et puis surtout, comment on revisite, on va dire, des techniques ancestrales. Là, ce sont des pieux en bois. C'est du bois, du pin des Landes, qui a été amené ici. Venise a été construite sur du bois. Le pont de Pierre à Bordeaux a été construit sur des pieux en bois. Plus personne ne fait ça. Et comment aussi, nous, on valorise ces techniques qui sont revisitées. Et donc là, les fondations vont accueillir la serre. Et ce qui est assez génial dans ce chantier, c'est comment on accueille tout le monde. Donc évidemment, vous êtes les bienvenus pour construire voilà, ce lieu de vie avec plein d'innovations, avec plein d'échanges. C'est-à-dire que vraiment, on est en mode projet. On n'est pas là pour parler autour d'une table. On est là pour faire ensemble. Et moi, c'est vrai que comme tous ceux qui portent des projets, comme ceux qui ont envie de se lancer dessus, comme ceux qui se sont lancés avec un peu d'avance sur ceux qui veulent le faire, c'est énormément de travail, c'est énormément de sacrifices. Mais heureusement, c'est énormément de
satisfaction. Et moi, ma satisfaction, elle est absolument génialissime quand j'ai vu l'alchimie qui était en train de se dégager de ce projet. C'était juste fantastique. Et là, je me suis dit, je sais pourquoi je me donne autant de mal et pourquoi je fais ça. Donc, plein d'échanges en mode projet sur la construction de la villa. Et pour revenir à qu'est-ce que la villa Chamengo, donc c'est effectivement une masterclass géante, comment on construit physiquement le monde de demain à travers ce bâtiment et comment ce bâtiment va permettre au plus grand nombre de venir y passer 2 heures, 2 jours, 15 jours, 6 mois pour ceux qui vont résider à l'intérieur pour changer nos modes de vie et voir si effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est facile, difficile de consommer moins de viande, d'utiliser un autre moteur de recherche que Google qui fait de l'optimisation fiscale, etc., etc. Et puis un lieu de rencontre pour faire des ponts entre tous ces innovateurs qui vont exposer leur innovation, qui souvent, et c'est très intéressant, ils ont des gros problèmes pour engager des collaborateurs. En fait, il manque de personnel. Et comment aussi, donc, on donne à voir les métiers du futur et comment on crée des passerelles pour rencontrer donc ces entrepreneurs, les étudiants, les personnes en reconversion et comment on s'épaule. Et je terminerai là-dessus en termes, je dirais, de présentation, parce qu'effectivement, on est clairement au bout d'un monde et au début d'un nouveau monde. Et tous ceux qui se lancent dans le nouveau monde, je pense qu'on a tous besoin de s'épauler, d'échanger, de partager. Et c'est vraiment le but de ce projet, comme tous les autres tiers-lieux que l'on a présentés, et échanger fondamentalement nos modes de vie. Parce que moi, à titre personnel, plus je travaille dessus, plus je me dis qu'en fait, on n'est pas outillé, parce que le danger, on a besoin de le voir, je dirais, comme un chasseur ou comme une personne qui voit le danger arriver face à soi. On ne le voit pas. Et pourtant, plus je travaille dessus, plus je me dis qu'il est en train, je dirais, de se rapprocher et que je crois qu'on n'a pas compris que notre vie et la survie de l'espèce humaine étaient en danger. Et il faut qu'on accélère, il faut vraiment qu'on accélère pour changer nos modes de production, de consommation et de changer de modèle de société. Merci. Bon, je pense que vous avez quand même quelques questions. Vous avez tous faim? Oui, s'il y en a une. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais d'où vient le nom Chamengo? C'est vrai que souvent j'oublie de le mentionner. Donc c'est un néologisme, une contraction de 3 mots, chaman, men et go, et c'est une métaphore pour dire qu'effectivement nous avons besoin de reconquérir le pouvoir sacré qui sommeille en chacun de nous pour changer le monde, nous guérir de ce que nous avons provoqué et effectivement réenchanter le monde dans lequel nous vivons. J'ai une question un peu générique qui s'adresse à toutes les personnes qui ont présenté. Moi, je travaille dans une association qui travaille à la lutte contre l'exclusion, la grande pauvreté. Et dans notre association, comme beaucoup d'autres similaires, on arrive à la conclusion qu'il y a à peu près 10% de la population, si je parle juste de la France, hein, qui est vraiment très décalé, très exclu par rapport à ceux qui sont les autres. Et par exemple, dans notre association, les personnes qu'on rencontre au quotidien et avec qui on essaie de travailler, le revenu moyen de ceux qui ont un revenu, c'est 500 € par mois. Et on a à peu près 20% des gens qu'on rencontre qui ont 0 ressources parce qu'ils n'ont pas droit au travail, etc. Et en fait, ma question, j'ai très bien entendu dans toutes les présentations qu'il y avait une intention de travail sur l'inclusion sociale. On a vu aussi des exemples. Mais ma vraie question, elle porte sur la gouvernance. Notre conviction à nous, c'est que tant que les personnes des 10% là ne sont pas inclus dans les gouvernances, tant qu'on ne travaille pas à partir de ce qu'eux définissent comme leurs besoins, en fait, on fait perdurer ce système d'exclusion qui a été construit depuis les années 80. Donc voilà, ma question c'est ça, c'est comment, au travers de
ces tiers-lieux, on change aussi ce volet-là de la société qui est la plus grande souffrance qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre pays. Question très intéressante. Je propose d'y répondre d'une manière assez large parce que sur le chantier de la villa, en fait, on attire à nous des gens qui ont globalement entre 500 et 600 euros par mois pour vivre. Donc, je connais bien cette population, à part que je découvre en fait qu'il y a une pauvreté financière, mais il y a aussi et surtout une pauvreté sociale. C'est-à-dire que nous, on attire à nous des gens qui vivent avec très peu parce qu'ils ont choisi de donner du sens à leur vie et donc ils ont revisité totalement leur mode de vie. Et en fait, nous, on veut faire la démonstration, je ne sais pas si on va y arriver, mais que dans la villa Chamengo, on peut vivre avec pas beaucoup, alors je pense pas 500 euros, parce que c'est toute la problématique du logement, mais c'est vrai qu'on a en fait plein de désirs finalement qui sont pas nécessairement utiles à notre bonheur. Et donc nous, on aimerait, à travers cette expérimentation, voir finalement de combien véritablement, une fois que le logement est fourni, de combien on a besoin aujourd'hui pour vivre bien. Après, la problématique, c'est qu'effectivement, on est en train globalement de se paupériser. Et donc là, je dirais, je dézoome. Enfin, je dézoome avant de dézoomer. Donc, il y a plein de jeunes et des moins jeunes. Je veux dire, dans les gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des gens qui sont jeunes et qui ont fait ce choix. Et comme ils ont fait ce choix, ils n'en souffrent pas. Mais ils sont débrouillards. Ils apprennent tous les jours à bien vivre avec peu. Et on se rend compte, et ça va être aussi un objet pédagogique, c'est que la plupart des gens qui vivent avec, qui ont l'impression d'être pauvres, c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner, par exemple. Ils savent pas. Il y a plein de choses qui nous paraissent simples et qu'ils ont perdu en cours de route. Donc, ils vont au supermarché, ils achètent des produits qui sont déjà transformés. Ils ne savent pas imaginer de manger moins de viande et pas manger du fromage, de la viande, des repas, entrées, plats, desserts. À chaque repas, c'est inconcevable pour eux. Et donc, c'est aussi tout cet apprentissage, je pense, qu'il faut faire. Après, d'une manière plus générale, moi, je pense que dans cette économie globalisée, la France est un pays encore très riche parce que finalement, ça fait 500 ans qu'on domine, que l'Europe domine le monde et donc elle accapare la richesse mondiale. Donc souvent, on se plaint, mais moi qui voyage dans le monde entier, on a encore un pays extrêmement riche. En revanche, les choses s'accélèrent et le pays, globalement, est en train, effectivement, d'être de moins en moins riche parce qu'on le voit avec la crise des gilets jaunes. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'ils demandent du pouvoir d'achat, mais ils achètent sur Amazon des gilets jaunes et que la richesse, elle part ailleurs. Et en fait, c'est ça la problématique aussi. C'est comment on crée de la richesse et comment on la répartit entre des acteurs qui ont créé cette richesse. Et donc moi, ce que j'ai aussi envie d'adresser, c'est l'État-providence avec comment on aide les gens qui ont été laissés pour compte. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment se reposer des questions de manière générale. Comment on crée de la richesse et comment on la redistribue, mais comment tous ceux qui créent la richesse aussi acceptent de ne pas exploiter des gens, de ne pas toujours voir, je dirais, à court terme, son intérêt personnel. Donc pour moi, à mon avis, ces tiers-lieux, ils sont aussi dans ces questions-là, c'est-à-dire tous ces entrepreneurs qu'on voit dans les tiers-lieux qui ont envie de revisiter l'économie, mais qui sont encore dans une économie mondialisée. Et donc c'est tout ça, à mon avis, qu'il faut adresser. Merci. Je pense qu'on va maintenant passer à la conclusion, parce que vous devez avoir faim et on a un peu débordé. Merci. Je voulais quand même simplement dire une chose sur le travail qu'a fait Catherine, sur son histoire et sur ce qu'elle propose. C'est que si on voyait que la vidéo de la villa, on loupe tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai commencé par en fait tout le travail que tu as fait avec toutes les vidéos qu'il y a dans le monde entier, et notamment dans les villes et les villages les plus pauvres, où on voit des gens mais qui font des choses extraordinaires, hyper inventives. Et en fait, à chaque fois, ce qui en ressort, c'est le plaisir. La notion du plaisir, la notion du désir. Et je pense, alors pour finir sur cette thématique du tiers-lieu, en fait, le tiers-lieu est un lieu qui n'existe pas. C'est un lieu, en fait, qui est le vide. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est que les politiques, les urbanistes ont peur du vide. C'est-à-dire qu'il faut tout régler, il faut tout régenter, parce que le vide, ça peut être la violence, ça peut être l'inconnu. Or, aujourd'hui, on a besoin de ces interstices qui nous permettent de nous exprimer, de permettre de se mettre ensemble et de créer, de co-créer. C'est ce qu'on appelle en fait la ville sérendipité,
ou la sérendipité, c'est la gestion créative de l'inattendu. Ces lieux où finalement rien n'est prévu mais tout est possible. Où vous vous rencontrez, vous pouvez créer, co-créer. Ça peut vous changer ou ça peut changer le monde. Mais si on n'a pas ces lieux-là, si on n'a pas ces vides, en fait, on attire la violence. Et je crois qu'aujourd'hui, toute la violence qui est sous-jacente, on la mettrait dans cette dynamique pour co-créer et co-créer dans le plaisir. Je pense qu'en fait, on pourra gagner le challenge. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'il faut justement travailler sur ces tiers-lieux, donc ces lieux qui sont malgré tout en dehors des systèmes, pour pouvoir justement et les multiplier, pour pouvoir retrouver du sens et les relier en fait entre eux. Voilà. Et ce que je souhaite pour finir, c'est que finalement, Entrepreneurs d'avenir soit peut-être ce liant qui permet justement de travailler sur ces interstices et mettre les gens en relation pour créer un véritable, non pas mouvement, mais en tout cas une envie d'une ville désirable et d'un pays désirable.